Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de MDB Production. Bienvenue à votre émission didactique dénommée La philosophie en question. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de voir les relations, c'est-à-dire les rapports entre la philosophie et la science. Parce que généralement, dans la perspective de comprendre ce qui relie, en tout cas ce qui met en évidence les relations entre philosophie et science, beaucoup d'élèves ont tendance à faire la confusion entre ces deux disciplines. D'emblée, il faut comprendre que pour comprendre les relations entre philosophie et science, il faut les comprendre sur trois axes. Mariage, divorce et réconciliation. Pourquoi mariage? Pourquoi divorce? Et pourquoi réconciliation? Mariage, pourquoi? Parce que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. Dans l'Antiquité grecque, on ne pouvait pas dissocier, on ne pouvait pas séparer la philosophie à la science. Pourquoi? Parce que tous les grands scientifiques et tous les philosophes, tous les grands scientifiques s'intéressaient à la réflexion philosophique et tous les grands philosophes aussi s'intéressaient à la science. C'est dans ce sens qu'on parle de mariage. Toujours dans la perspective de montrer qu'il y a une relation compatible entre la philosophie et la science, on pourrait évoquer la fameuse citation de Platon qui avait écrit devant la porte de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Pourquoi Platon n'a-t-il pas écrit « Nul n'entre ici s'il n'est philosophe » mais Platon a préféré écrire « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Cela veut dire quoi? La géométrie qui est une branche de la science, cela montre que dans l'Antiquité grecque, on ne pouvait pas séparer philosophie et science. Pourquoi? Parce que l'activité philosophique et l'activité scientifique sont toutes des deux activités, des disciplines rationnelles. C'est dans ce sens qu'on parle de mariage. Dans le même ordre d'idée de parler de mariage entre philosophie et science, on pourrait évoquer également la fameuse métaphore arborescente de René Descartes. Descartes, le philosophe français, dans son ouvrage intitulé « Les principes de la philosophie », Descartes écrit clairement que toute la philosophie elle est comparable à un arbre dont les racines sont la métaphysique. Or, on sait que la métaphysique est considérée comme le socle, le soubassement, la base, c'est-à-dire le fondement de la réflexion philosophique. S'il en est ainsi, on peut dire que philosophie et science, dans l'Antiquité grecque, entretenaient des relations inséparables et étaient indissociables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut comprendre Aristote quand il disait clairement que le philosophe est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible. Dans ce sens, on comprend que selon Aristote, le philosophe dans l'Antiquité grecque, le philosophe était considéré comme celui qui détient toute la totalité du savoir. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité grecque, l'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sophos. Malheureusement, arrivé au XVIIe siècle, on n'est plus dans l'Antiquité grecque, mais nous sommes au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle, on va constater que la science va prendre son autonomie. Au XVIIe siècle, la science va se débarrasser de la réflexion philosophique. Si dans l'Antiquité, la philosophie était considérée comme la mère de la science, on va constater qu'au XVIIe siècle, la science va se détacher, va se démarquer de la réflexion philosophique. Non seulement au XVIIe siècle, la science va se débarrasser de la réflexion philosophique, mais la science va jeter des pierres, la science va contester, la science va critiquer la réflexion philosophique. Alors, que dit la science? La science dit que la philosophie elle est trop théorique, trop abstraite, elle n'est pas capable de résoudre les problèmes matériels de l'homme. Donc, dans ce sens, si on compare la philosophie et la science analysée sous un angle matériel, il semble que la science soit plus utile, il semble que la science soit plus efficace que la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce qu'on sait que la philosophie, depuis sa genèse, depuis son commencement, depuis son éclosion, elle tarde à prendre en charge les aspirations et les préoccupations d'ordre matériel de l'humanité. Maintenant, de ce point de vue, on peut dire que la science semble être plus utile que la réflexion philosophique sur le plan matériel. C'est dans ce sens que la science attaque à la philosophie d'être inutile. D'ailleurs, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre les propos de Karl Marx, quand Karl Marx dit que jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, ce qui est important, c'est de le transformer. Alors, dans la perspective de Karl Marx, la réflexion philosophique, elle tarde à résoudre les problèmes matériels de l'humanité. On sait que la science, depuis son avènement, elle ne tarde pas. Elle prend en charge toutes les aspirations, toutes les préoccupations matérielles de l'humanité. Et je rappelle que si nous sommes en train de faire notre émission, en tout cas convenablement, c'est parce que la science et la technique sont au rendez-vous. Pendant ce temps, les philosophes ne font que se chamailler, se quereller, se contester entre eux. Ils n'arrivent pas à trouver un consensus. Alors qu'en science, il y a un consensus. Par exemple, l'eau est sans saveur, inodore et incolore. C'est une vérité scientifique accordée, acceptée par toute la communauté scientifique. Alors que dans la réflexion philosophique, il y a une contestation qui perpétuelle. Dans la réflexion philosophique, il y a une remise en cause incessante et perpétuelle. C'est dans ce sens Aristote disait que les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Cela laisse entendre que là où en science il y a accord, unanimité et consensus, dans la réflexion philosophique, il y a désaccord. C'est pourquoi on parle de divorce. Naturellement, là où il y a divorce, il faudra essayer maintenant de recoller les morceaux. Il faudra essayer maintenant de trouver en tout cas une partie réconciliante. Il faudra essayer de réconcilier la philosophie et la science. C'est dans ce sens pour le troisième point, la troisième partie, on parle de réconciliation. Réconciliation, pourquoi? Certes, la philosophie elle est théorique,
elle tarde à prendre en charge les préoccupations matérielles de l'humanité, mais il faudra comprendre aussi que la science à elle seule ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'homme est un être qui a des besoins matériels, certes, mais aussi l'être humain, il a des besoins intellectuels, il a des besoins éthiques. Or, ces besoins matériels, ces besoins intellectuels, seule la philosophie est capable de les résoudre. Pourquoi? Parce que la réflexion philosophique, elle a tendance à pousser l'humanité à aller à la conquête de la vérité. La réflexion philosophique, elle est là pour combattre la partie animale qui sommeille en l'homme. La réflexion philosophique, elle prend en charge les questions anthropologiques, les questions d'ordre existentiel. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? C'est dans ce sens, là où la science, elle a failli, là où la science elle a commis des dérapages dans la vie de l'homme, là où la science elle a commis des hécatombes sur le plan matériel, là où la science elle a commis des accidents, si je peux m'exprimer, là où la science a commis des dérives, il appartient à la réflexion philosophique de méditer, de cogiter sur les conséquences désastreuses que la science a causées. C'est dans cette perspective d'ailleurs qu'il faut comprendre les propos de l'humaniste français François Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En tout cas, je pense que cette vidéo vous a beaucoup plu. C'était votre émission didactique dénommée La philosophie en question. Prochainement pour un autre numéro.